Alors, j'ai 11. À toutes et tous. Bonjour. On attend juste une 2 minutes que tout le monde puisse nous rejoindre. Juste un petit Bonjour. problème de partage. Bonjour. Est-ce que Philippe, tu peux tester le partage? Ah ben voilà. Génial. Voilà, ça doit être, C'est parti. ça devrait marcher. C'est arrivé Tu me chez dis- moi. C'est Tu bon me pour dis tu me dis quand on commence. Ouais, je suis en train d'accueillir tout le monde. On va pouvoir faire notre tour de table traditionnel. Alors, merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Alors, normalement, j'ai la liste. Je vais essayer de vous appeler chacun votre tour juste pour que vous puissiez vous présenter, nous dire qui vous êtes et quelle fonction vous exercez sur quel site. Alors, j'ai Bertrand Barré. Bertrand, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, donc je suis Bertrand Ray, donc je suis en stage chez Keos. Voilà. Chez Keos. D'accord. Merci. Ensuite, j'ai Céline Bertossi. Oui, bonjour. Donc, Céline Bertossi. Donc, moi, je suis responsable QHSE sur les sites de Trifrog Therapeutics à Pessac. Merci Céline. Sindra Christophe. Bonjour à tous. Donc, Sindra Christophe, je suis chargée environnement énergie chez Meda Manufacturing, groupe Uyatrice à Mérignac. Merci. Élise Dalle. Tu nous entends, Élise? Non, Élise ne nous entend pas. Donc, Élise est chez Unitaire Pharmaceuticals à Paris. Ensuite, j'ai Grégory Vincent. Oui, bonjour à tous, Grégory Vincent, donc chez Créapharm Industrie basée à Reims. Je suis en charge de la partie industrialisation et développement packaging dans le conditionnement de produits pharmaceutiques. Merci. Jérémy Péropagès. Oui, bonjour. Je suis acheteur industriel chez Créapharm Industrie et Créapharm Cosmétiques avec mon collègue Grégory. Merci. Lydie. Oui, bonjour, je suis chez Aspen, du coup, en tant qu'animateur, principalement sur la partie environnementale RSE. Merci. Mohamed Marzouki. Oui, bonjour, je suis Mohamed Marzouki, ingénieur clé d'utilité chez Novo Nordisk à Chartres. Je m'occupe essentiellement de la partie gestion de la consommation d'eau et de projets économie d'eau. Ah, super. C'est la première fois que vous participez avec nous, non? Tout à fait. Je ne crois pas qu'on se connaisse bien. Bienvenue dans le groupe, alors. Merci beaucoup. Et sachez qu'on va bientôt commencer le travail sur l'eau. Je ne sais Oui. pas. Ouais, on vous a fait suivre. J'ai eu l'info via la newsletter et via Arnaud, qui est mon collègue. Je pense qu'elle est connectée aussi. Super. Donc, bon, j'en parlerai à la fin de la réunion, mais on prépare un webinaire et puis une réunion du groupe de travail sur ce sujet-là. Super, ça va être intéressant. Ouais. Nathalie Cabel. Oui, bonjour. Donc moi, je suis en mécénat de compétences Orange au sein de l'association Biodiversio et au sein de cet asso qui accompagne les entreprises en matière de projets de biodiversité. Je suis chargée de communication et de projets transverses.
Merci Nathalie. Pauline. Pauline, j'ai pas le nom. Oui, Pauline Sauvant. Bonjour à tous. Bonjour Pauline. Je suis au sein du laboratoire UPSA et je suis responsable RSE. Merci Pauline et merci d'avoir témoigné dans le premier épisode de notre web-série RSE. Avec grand plaisir. Je crois que je ne t'ai pas encore appelé. Oui, bonjour, Romain Salio. Donc, moi, j'ai fondé Rosachem qui propose des solutions de réemploi pour tout ce qui est produits et matériel de laboratoire inutilisé ou déclassé. Et donc, voilà, notre objectif, c'est de proposer une alternative à la destruction. Donc, je profite là de ma petite intervention pour dire que je devrais vous laisser à 11h parce que j'ai une autre visio de prévue après. Donc, je m'éclipserai, j'en suis désolé. Ça marche. Et j'en profite pour préciser que Romain témoignera aussi dans le 2e épisode de notre web-série RSE le 13 juin. Donc, pour ceux qui seraient curieux des activités de Rosachem, qui n'était pas avec nous l'année dernière quand Romain avait présenté l'entreprise, du coup, vous aurez l'opportunité d'avoir un petit peu plus de détails dans la web-série. J'ai également SOCAPS. Oui, bonjour à toutes et tous, c'est Margot. Du coup, je suis responsable du développement commercial sur le secteur Health and Care au sein de SOCAPS, qui est une coopérative qui propose le savoir-faire de 1100 artisans indépendants sur l'assistance technique industrielle. Merci. Thomas Merello, je crois que tu nous as rejoint aussi. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Thomas Mirello, responsable développement commercial et Cons Life Science. Et donc, nous accompagnons les industriels de la pharma dans la conception, la construction de leurs unités de production et bien évidemment la maintenance. Et nous sommes engagés aussi à leur côté pour la décarbonation de leurs outils de production industrielle. Merci Thomas. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne crois pas. Il se manifeste si jamais quelqu'un n'a pas pu se présenter. Non, je pense que c'est bon. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Je vais passer à présent la parole à Philippe de Total Energy qui va nous partager leur expérience de comment est-ce qu'on aborde le scope 3, surtout quand on a de très nombreux fournisseurs. À toi, Philippe. Merci Clémence. Alors, j'ai pris le parti aujourd'hui de vous parler de façon un peu plus large de ce qu'on appelle les achats responsables, en fait, ou les achats durables, pour vous montrer comment s'inscrit la démarche climat au sein des achats responsables de la société, donc Total Energy. Juste pour votre info, je suis vice-président en charge de la décarbonation de l'industrie chimique au niveau mondial, en apportant les solutions que propose Total Energy. Et avant ça, j'étais vice-président achat pour tout ce qui était produits et services industriels pour la compagnie au niveau mondial. Et donc, je connais bien la problématique, puisque j'ai contribué à ça, à la fois environnementale et climat, des achats, notamment du scope 3 upstream qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, je vous donne juste le cadre qu'on s'est fixé au sein de Total Energy. C'est les SDG, les Sustainable Goals, Development Goals des Nations Unies. Et vous voyez que Total s'est engagé à les incorporer dans sa façon d'opérer, et notamment de devenir une de ces sociétés dont on pouvait, qui donnait le benchmark dans l'industrie pour le respect de ces SDG. On les a rassemblés parce que vous voyez que suivant les activités, ces différents objectifs s'appliquent plus ou moins. Et donc, on les a rassemblés sur 4 piliers. Le premier, alors ça ne va pas trop vous étonner, c'est moins d'émissions. Notre ambition, c'est plus d'énergie et moins d'émissions, puisque à partir du moment où on produit de l'énergie, on émet. Et donc, on veut garantir, et vous avez vu que
depuis 2 ans, d'ailleurs on a changé de nom, notre stratégie s'oriente, on est passé d'une compagnie oil and gas vers une compagnie multi-énergie, et ça s'inscrit dans cette ambition. Le deuxième pilier concerne les gens, le people well-being, donc qui nous concerne moins dans notre discussion aujourd'hui. Troisième pilier, care for the environment, c'est-à-dire être exemplaire en termes de management de l'environnement et des ressources naturelles de la planète. Et vous savez qu'on est très exposé comme compagnie, notamment quand on fait de l'onshore. Sans doute que vous avez tous en tête le projet Tilenga ICOP qui défraie la chronique régulièrement et pour lequel on est fortement attaqué par les ONG et par tout un tas de stakeholders. Et donc, notre responsabilité est effectivement que notre activité ne soit pas en conflit avec les ressources de la planète. Et puis le dernier point, c'est le point classique, je dirais, c'était le partage de la prospérité avec les différents stakeholders. Alors, l'ambition des achats responsables chez nous, c'est devenir une référence, et ça c'est une ambition aussi pour motiver les troupes en interne, hein, c'est important, des achats responsables en 2025. Et on a défini 5 KPI. Alors là, évidemment, c'est un peu le rendu. Je vais vous expliquer la trésorerie, comment on est arrivé là. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Pour 2025, que tous les fournisseurs à risque soient audités. Je vais vous définir ce qu'on entend par fournisseur à risque. Que tous les acheteurs soient formés aux achats responsables, puisqu'on a identifié qu'on pouvait être un très bon acheteur. La dimension qui était liée soit au climat, soit aux droits humains, soit à l'environnement faisait pas forcément partie des compétences des acheteurs. Et donc, cette évolution nécessitait aussi une formation des gens qui faisaient face au marché, des fournisseurs. Tous nos fournisseurs étaient onboardés, c'est-à-dire inscrits et pouvaient échanger sur une plateforme qu'on a voulu interactive, hein, c'est-à-dire on peut renseigner tout un tas de données et, de façon à ce qu'on puisse évaluer leur performance sustainability. Et puis, là, je commence à rentrer un peu dans le quanti. Nos top 400 fournisseurs, qui représentent 70% du spend, des émissions de la supply chain, sont engagés sur une démarche climat. Alors, 400 fournisseurs, qu'est-ce que ça représente pour Total Energy? On en a plus de 100 000. Vous voyez, 400 fournisseurs, c'est une petite partie, par contre, qui contribue fortement en termes d'émissions. Et donc, l'intensité carbone, en effet, dans ce qu'on achète, jouera un rôle très contributif. Et donc, l'importance pour ces compagnies de se décarboner pour diminuer notre scope 3 upstream. Ici, c'est la roadmap de Total Energy en matière de climat, en reprenant les 4 piliers. Le pilier qui nous a... Alors, je vais pas trop développer les 3 autres puisque je l'ai fait brièvement, mais le pilier qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, avec 2 objectifs qui sont très simples et assez communs dans l'industrie, c'est devenir carbone neutral, c'est en 2050 pour la plupart des acteurs, en scope 1 et 2, et on ajoute également en scope 3 upstream. Alors, le scope 3, juste un petit rappel, mais pour des choses que vous maîtrisez sans doute. Le scope 3 upstream, c'est bien le scope 3 qui vient de nos achats. Et je rappelle que l'étude qui a été faite par Pôle Pharma et dont la restitution a été donnée il y a quelque temps, montre que pour les acteurs sondés au sein de l'association, d'ailleurs c'était pas Pôle Pharma, c'était Clémence, je pense une autre association, mais alors, que 60... Pardon ? J'apporte juste la précision. En fait, l'enquête de filière, elle a été réalisée dans le cadre de la mission décarbonation qui a été chapeautée par la FEFIS.
et pour laquelle c'est Étienne Tichit de Novo Nordisk qui avait pris le lead. Et l'objectif de ce travail, de cette mission décarbonation, est d'établir en fait la feuille de route décarbonation de l'industrie pharmaceutique, qui doit sortir incessamment sous peu. Et en amont de cette feuille de route, effectivement, avait été publiée l'enquête de filière. Et je remercie d'ailleurs tous les adhérents de Pôle Pharma qui ont été super nombreux à répondre à cette enquête et à contribuer du coup à ces résultats que tu évoques. Et donc, ce qui avait été identifié de mémoire, c'est que le scope 3 upstream représentait 70% à peu près de l'intensité carbone, en fait, ou la carbonation des entreprises qui avaient contribué. Donc, c'était essentiel, ça venait essentiellement du scope 3 upstream, sachant que, par exemple, l'énergie représentait, et c'était le deuxième ordre de grandeur, je crois, ici dans le scope 2. C'est là où on a les achats indirects, et les émissions, pardon, qui sont comptabilisées dans le scope 2, qui viennent à la fois de l'achat de l'électricité de vapeur ou de refroidissement. Et donc, c'était de l'ordre de 15%. Donc, le premier ordre de grandeur était effectivement lié au scope 3 upstream. Et puis, il y a le downstream, alors qui vous concerne sans doute moins, enfin, d'après cette enquête. Et donc, là, j'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, pour Total Energy, c'est quoi le scope 3 upstream de l'ensemble de ses fournisseurs? C'est environ 10 millions de tonnes de CO2 par an, sachant que le scope 1 et 2 de Total Energy est de l'ordre de 45 millions de tonnes par an. Alors, ça, c'est des chiffres dont la baseline remonte à 2018 et évidemment, au cours du temps, on diminue. Alors, un petit éclairage sur ce 10 millions de tonnes, comment on a fait finalement pour les identifier, puisqu'il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, on n'avait aucune idée de ce que représentait le scope 3 upstream de ce qu'on a, finalement, la charge carbone de ce qu'on achetait. Et dans le même temps, on avait une meilleure idée, une idée relativement précise de notre scope 1 et 2. Et donc, il a fallu commencer par un mapping une évaluation, si vous voulez, de ce scope 3. On n'avait vraiment aucune idée, on ne savait pas si c'était très faible ou très grand. On avait des intuitions seulement. Alors, ce qu'on a fait, on s'est fait aider par un tiers, l'AFNOR, pour évaluer par grande famille d'activités et en fonction des quantités de ce qu'on achetait, par des catégories, les catégories d'achat, une quantification à plus ou moins 50%. Vous voyez, c'est une quantification très high level, mais qui nous a permis d'établir ce 10 millions de tonnes qu'on a ensuite affiné. Donc d'ailleurs, c'était entre 7 et 10 millions de tonnes au départ, et à plus ou moins 50%, donc vous voyez, le range est assez grand, et qu'on a pu affiner ensuite en discutant avec nos clients, avec nos fournisseurs. À partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, on a cette première évaluation, on a une forme de cartographie de catégories d'achat qui sont très contributives, et ben c'est par là qu'on va commencer. Et il se trouve que la façon dont on contribue, c'est des petits achats, grosses émissions, ou petits achats en volume, hein, ou moyenne émission et grande quantité. Donc, ce qu'on a fait, on a regardé quels étaient les fournisseurs qui étaient le plus contributifs, et vous voyez qu'on travaille à nouveau en pourcentage, c'est-à-dire on fait pas la totalité du portefeuille des fournisseurs. Hein. Avec 100 000 fournisseurs, je pense qu'on n'y arriverait pas, et ce serait pas pertinent forcément de le faire. Donc, on s'est concentré sur on a regardé où était le 70%, si vous voulez. Hein. On a dit, tiens, 70%, si on adresse 70% du scope 3 upstream, est-ce que c'est acceptable pour la compagnie? Est-ce que c'est suffisant? Alors, on pourra aller plus loin ensuite. Et combien de fournisseurs ça représente? C'est-à-dire, est-ce que c'est potable
dans une échelle de temps qui est pluriannuelle, hein, pour y arriver ou pas, avec les ressources qu'on avait. Et donc, ça tombait sur 400 fournisseurs. On s'est dit pourquoi pas, sachant qu'on a 100 fournisseurs stratégiques au niveau de la compagnie, donc ça va plus loin que les fournisseurs stratégiques, mais surtout que ça représentait une part non négligeable du scope 3 upstream, des émissions qui contribuaient à ces 10 millions de tonnes. Et donc, ce qu'on a fait, on a regardé avec nos fournisseurs où ils en étaient de leur roadmap, notamment en matière de climat, et s'ils avaient d'abord une roadmap en place, et puis s'ils comptaient l'adresser et comment. Il faut savoir que le scope 3 upstream, grosso modo, hein, c'est le scope 1 et 2 des fournisseurs. Alors, ça dépend dans la chaîne de valeur jusqu'où on va. Mais en tout cas, en ce qui nous concernait, c'était vraiment ça qui comptait et qui était très contributif. Et puis, en ce qui concerne nos fournisseurs stratégiques, qui sont les plus importants, alors là, j'ai dit une centaine, on en a 88, il y en avait 92% qui avaient déjà adopté des émissions, enfin des objectifs de réduction d'émissions dans leur roadmap. Voilà, alors, donc sur ce point très important, point de départ, on n'avait aucune idée de ce que représentait le scope 3 upstream pour la compagnie. Donc, il a fallu faire un mapping un peu systémique par grande catégorie d'achat avec des données typiques qui nous ont permis de débroussailler et de faire une sorte de première évaluation qui donne l'ordre de grandeur des émissions upstream, pour ensuite se focaliser sur les plus gros émetteurs et puis ceux qui contribuaient le plus aux 10 millions de tonnes et avoir des plans d'action avec eux. Ici, là c'est pour vous donner un peu la segmentation sur les 100 000 fournisseurs. Donc, vous voyez bien que on a décidé aussi d'avoir une approche plus ou moins comment on établissait finalement les priorités au sein de la compagnie, hein, pour dérouler tout ça. Donc, on voit que sur 100 000 fournisseurs adressés, certains, on les considère hors procurement process, c'est-à-dire qu'ils sont traités par plutôt une appli, par des achats qui peuvent être délégués, on va dire, sans nécessairement impliquer un acheteur. Et ça, c'est une règle de la compagnie où on a fixé ça à 50 $. Alors, évidemment, ça peut vous paraître beaucoup, mais sur un spend sur un spend de 27 milliards de dollars pour la compagnie Total Energy, vous voyez bien que 50 000 $ est un seuil relativement bas. Et puis, on a catégorisé avec ce qu'on voulait faire avec eux, en leur demandant un certain nombre d'actions qui sont beaucoup plus, pour 1 ou 2%, c'est en bas du slide ici, beaucoup plus précises et quantifiées, avec une approche beaucoup plus profonde que sur le reste du portefeuille, sinon ça devient assez ingérable. Alors, comment on a identifié ces 1300 sustainability, les fournisseurs prioritaires? Alors, ça représente à peu près les partenaires essentiels. Je vous ai parlé des 400 qu'on avait identifiés avec les 70% d'émissions. On a les fournisseurs stratégiques. Et puis, ce qu'on appelle les fournisseurs à risque, on a pris 2 angles qui sont très importants pour nous. Premièrement, et de par l'exposition aussi des pays là où on achète. Le premier, c'est le risque des droits humains. Et vous savez qu'avec la loi Sapin II, en France notamment, mais c'est à peu près pareil dans tous les pays, on a l'obligation, hein, la responsabilité de s'assurer que la supply chain respecte les droits humains au rang 1, 2, 3. Et donc,
en faisant une cartographie à la fois de l'activité, par exemple une activité minière, dans un pays et une géographie, eh bien, on tombe sur des cartographies de risques qui fait apparaître pour nous 600 fournisseurs qu'il faut suivre. Et puis, on a fait la même chose avec tout ce qui est environnemental, notamment l'eau, la pollution des sols, etc. Et là est apparu 200 fournisseurs. Donc, vous voyez bien qu'il y a une partie qui est liée stratégique, spend, grosse émission, et puis une autre qui vient vraiment de la gestion du risque qu'on a au sein de la compagnie. Et donc, qui ne se retrouve pas nécessairement dans les deux premières catégories. Et donc, on arrive à 1300 fournisseurs à adresser. Ici, les premiers, vous voyez bien que c'est 75%, hein, la première catégorie, les 500 premiers fournisseurs, c'est 75% du scope upstream, avec, c'est vraiment ceux qui sont prioritaires au niveau engagement climat. Et puis, la deuxième catégorie, c'est 10% du spend, donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus faible, 7% du scope 3 upstream. Par contre, très important au niveau de ces deux éléments et on doit les traiter. Voilà. Bon, ça, c'est nos engagements. Juste pour votre info, pour échanger de façon relativement facile avec nos fournisseurs, on a choisi d'avoir notamment sur la documentation, d'avoir une plateforme interactive où ils peuvent déposer leur roadmap, éventuellement leur rapport extra-financier qui explique leur démarche et échanger avec nous sur tout un tas de problématiques de façon à avoir quelque chose d'assez évident et mettre à jour régulièrement de façon à ce que ça se fasse de façon intégrée pour le fournisseur. Et on a un objectif effectivement d'avoir l'utilisation de cette plateforme par l'ensemble de nos fournisseurs. On a des principes fondamentaux des achats. Alors juste, ça c'est comment dirais-je, c'est intégré à l'ensemble de nos contrats. Et vous voyez bien qu'on a un principe 4 qui a été rajouté, qui était préserver l'environnement, au-delà de toutes les autres qui étaient spécifiques, au-delà de toutes les autres dimensions qu'on avait, et le 3 qui est agir en faveur du climat. Donc, ce n'est pas réduire vos émissions carbone, mais c'est effectivement un principe des achats qui donne le cadre pour être fournisseur de Total Energy. Alors, ça c'est un peu de l'intringlerie, je vais vous le passer. Ça c'est notre roadmap et vous voyez toutes les actions, notre roadmap, toutes les actions qu'on a fait notamment au cours de 2022 qui sont un mix de validation chez nous, de ce qu'on comptait faire, donc pas pas par le COMEX de l'entreprise, et puis tout un tas d'actions qui vont de la communication en interne, de la formation des achats, de la communication aux fournisseurs lors du Suppliers Day, et puis des e-learning qui sont encore sur la dimension formation, des audits qui sont lancés, alors soit avec EcoVadis, soit avec SGS que vous avez vu ensuite qui est au contrat, et puis une sorte de communication toolkit pour les bailleurs, pour les acheteurs, pardon. Tout ça sur l'année 2022. Pour interroger, alors là, il va falloir que je change d'écran. Pour interroger nos fournisseurs, ça peut vous intéresser. On a défini un questionnaire relativement simple, et ça, je vais vous le montrer. C'était pour affiner ce 10 millions de tonnes qu'on a trouvé en scope 3 upstream. On a... Alors, je vais voir si... Est-ce que vous voyez mon écran? Non, il faut que j'arrête le partage. Et puis que je
je reprenne. Voilà. Donc là, vous voyez à l'écran, c'est un petit fichier Excel, hein, mais le questionnaire qu'on a envoyé aux fournisseurs pour justement commencer à avoir une discussion et évaluer un peu plus finement et préparer les discussions qu'on va pouvoir avoir avec eux, à la fois leur roadmap et la façon dont ils vont se décarboner. Donc, la première question est générique. Avez-vous une stratégie liée au climat? Votre société a-t-elle des objectifs de réduction de réduction de ses émissions? Quels sont les objectifs de réduction d'émissions de votre entreprise pour 2030? Puisque la neutralité carbone en 2050 est bien, enfin bien, tout le monde l'affiche. Par contre, le chemin pour y arriver est quand même assez essentiel. Et 2030, pour pas mal d'entreprises, est une échéance un peu plus court terme et donc un peu plus challenging et donc un peu plus contributive rapidement que nous, on a souhaité évoluer. Et d'ailleurs, dans notre stratégie, on a aussi une étape 2030 qui est importante. Puis vous voyez bien qu'on veut détailler à la fois le scope 1, scope 2, leur scope 1, scope 2, leur scope 3 amont, puisqu'il faut quand même se méfier et notamment c'est sans doute assez vrai pour vos fournisseurs, si leur scope 3 amont est très élevé, il va falloir aussi qu'ils travaillent avec leurs fournisseurs sur ce sujet, et puis scope 3 aval. Et donc, ensuite, on a des questions un peu génériques du type « Est-ce que votre société participe au Carbon Disclosure Project ?» Quel score vous avez obtenu? Ça, c'est des données qui sont ensuite publiques, hein, qui permettent justement une évaluation plus quantifiée, hein, puisqu'elles sont publiées par les entreprises. Avez-vous des objectifs SBT, c'est Science Based Target Initiatives? Quels sont les objectifs de votre société, etc. Donc tout ça, je vous le circuler, mais ça a été quand même une sorte de premier questionnaire pour aider à renforcer la première estimation qu'on pouvait avoir et commencer à avoir des discussions assez informées avec nos fournisseurs. Le dernier point, c'est, et j'ai pas de planche à vous montrer là-dessus, mais la mise en œuvre. Alors, comment se fait la mise en œuvre? Ben, c'est simple, hein, lors d'appels d'offres, par exemple, ou de toute discussion et négociation, on demande à nos clients de nous donner finalement l'intensité carbone de ce qu'on achète. Et on compare d'un client à l'autre. La comparaison n'est pas toujours facile, hein. Quels sont les plus vertueux? Et par exemple, on donne un prix de la tonne carbone, ça c'est pour essayer de quantifier, qui peut varier entre 80 et 150 $ la tonne. Et donc, ça permet aussi, vous voyez, d'avoir une quantification sur l'aspect vertu CO2 qui rentre dans le Total Cost of Ownership, hein, pour sélectionner un fournisseur. Pour être franc, c'est pas forcément suffisant, hein. Quand on parle, quand on achète, ça dépend beaucoup de la valeur de ce qu'on achète, puisque le premier ordre peut être sur la performance économique, hein, de ce qu'on achète. Et donc, c'est un choix à faire. Et nous, la façon dont on l'a traité, c'est qu'on séparait, on évaluait les deux façons, mais on séparait. On ne faisait pas un calcul, on faisait un TCO, mais avec deux lignes qui montrait bien qu'il y avait la performance habituelle économique qui était en TCO, hein, et puis la performance, on va dire, carbone ou climat des différents acteurs, pour avoir une discussion sur les deux et peut-être choisir un acteur plus vertueux mais plus cher, y compris en TCO, parce que ça correspondait à la contribution de ce qu'on a mis dans notre roadmap. Tout dernier point, et puis ensuite je laisserai le champ aux questions. Tout dernier point, ce qu'on a demandé à nos fournisseurs, notamment les 400 identifiés les plus contributifs en émissions, c'est d'avoir une roadmap. Alors vous avez vu que
certains l'avaient déjà pas de façon, enfin, une grande majorité en avait déjà. Une roadmap, c'est-à-dire des objectifs de décarbonation et donc un plan d'action finalement associé à ça pour 2025. Il fallait que le plan d'action soit établi en 2025, pas que la décarbonation ait lieu. Et donc, si ces fournisseurs n'ont pas un plan d'action, une roadmap, en 2025, ils ne pourront plus être fournisseurs de Total Energy. Donc, vous voyez qu'on avance à un moment donné en étant beaucoup plus prescriptif sur cette dimension, puisqu'on estime que ça devient un incontournable et que c'est important pour respecter aussi nos engagements climat, d'avoir des fournisseurs qui jouent le jeu, en quelque sorte. Et donc, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils aient tout de suite tout en place. Par contre, qu'ils aient une visibilité et qu'ils partagent avec nous la façon, les actions qu'ils vont prendre au cours du temps, ça nous semble important et on leur a laissé finalement le temps, c'est-à-dire jusqu'à 2025, pour établir cette roadmap au cours du temps et ce plan d'action. Voilà, donc j'en ai fini. Alors, je ne sais pas si ça correspond à vos attentes, mais en tout cas, c'est ce que j'avais prévu ce matin. Et alors, je suis ouvert, enfin, je suis prêt à répondre à toutes vos questions et partager mon expérience et puis répondre dans la limite de mes connaissances aussi, parce qu'on n'est pas au bout du chemin. Merci beaucoup, Philippe, pour ce retour d'expérience qui est très riche. Et il y a plein d'éléments qui vont nous intéresser pour le groupe projet, tu sais, qui travaille en parallèle sur le questionnaire fournisseur. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont être utiles. J'invite tous les participants à lever la main, ceux qui veulent poser des questions. Bon, pour détendre l'ambiance, je vais commencer par une question. Alors, très intéressant, la formation des acheteurs sur tous ces sujets de développement durable et la plateforme aussi que vous avez créée pour qu'ils puissent déposer leurs éléments. Et du coup, moi, je me posais une grosse question, c'est quoi les ressources humaines qu'il y a derrière? Parce que toutes ces données, il faut les traiter. Alors, il faut savoir les traiter et puis il faut pouvoir les traiter aussi. Et du coup, ça représente combien de personnes à peu près pour analyser tout ça? Alors, nous, pour la compagnie Total Energy, l'équipe achat responsable, hein, c'est-à-dire qui s'occupe vraiment de ces sujets, c'est 3 personnes. Ah oui, pas tant que ça. Ouais, alors bon, elles sont, alors pas tant que ça en effet. C'est pas elles qui sont opérationnelles hein, dans les échanges, mais elles donnent le cadre, enfin ce que vous avez vu, celles qui moulinent. Et puis on peut se faire aider ponctuellement. Alors on se fait aider par exemple, je ne sais pas si c'était très clair, mais sur la partie audit de la supply chain, notamment pour ce qui est le droit humain, mais on va faire la même chose avec l'environnement. Hein, parce que, alors pour 2 raisons, parce que nous, on a des gens qualifiés, mais alors on ne peut pas les envoyer aux 4 coins du monde auditer nos fournisseurs. Il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Et 2, ça donne une vue d'un tiers finalement, hein, sur des critères bien précis qui nous permettent, nous, ensuite de prendre action. Donc sur la partie audit de la supply chain, là, c'est des ressources, hein, et c'est des ressources en plus là où sont fabriqués les biens qu'on achète. Et donc, ça nécessite voilà, un déploiement. Enfin, il y a des compagnies qui sont expertes dans ce domaine et on les utilise. Ok, merci. Je coupe l'enregistrement. Hop. Et hop là.